Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par l'alerte d'Ndete qui est sous occupation des rebelles de l'F-123. Compatriotes, les sols sacrés du territoire de Massissi vient une fois de plus d'être profanés par des forces d'occupation de l'F-123 soutenues par le Rwanda après de violents affrontements contre nos voisins de patriotes. C'est jeudi 30 octobre. Les envahisseurs ont pris le contrôle de l'agglomération stratégique d'Ndete au cœur du Nord Kivu après des combats intenses et a duré plusieurs heures. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, le Wazalendo, maître des lieux, depuis plus de 2 semaines, ont été surpris par les affrontements en pleine matinée. Les affrontements ont été d'une rare intensité et 7 combattants patriotes seraient tombés sur le champ d'honneur tandis que les armes auraient été récupérées par les assaillants. La situation demeure extrêmement tendue dans la zone. Des détonations sporadiques d'armes lourdes et légères continuent de retentir, preuve que la résistance ne s'est pas encore éteinte. Les populations civiles terrifiées fuient vers les zones de Kimwa, de Ntoto et aussi de Busurungi, aujourd'hui menacées par la progression de ces rebelles. La position de Ndete n'est pas anodine. Ce point d'intercession relie plusieurs groupements stratégiques. Il y a Banyungu, Ufomandu 2, nous sommes dans le territoire de Massissi, Waloa Yungu et Waloa Uroba, avec une ouverture directe sur Waloa Luanda dans le territoire de Walikale. En s'emparant d'Ndete, les rebelles s'offrent une voie de pénétration vers Walikale, un verrou majeur de la résistance congolaise dans cette région. Mais qu'ils sachent que le peuple congolais n'abandonnera jamais. Chaque colline, chaque vallée, chaque village du Nord Kivu est une flamme de résistance. Les Waza soutenus par le peuple reviendront plus fort. L'histoire nous enseigne que l'occupation gagne des batailles, mais jamais la guerre contre la volonté d'un peuple libre. L'heure n'est pas au découragement, mais à la mobilisation nationale. De Massissi à Walikale, de Rutshuru à Goma, lèvons-nous, unis comme un seul homme pour défendre notre dignité, notre terre et nos enfants. Le Congo n'est pas à vendre et encore moins à occuper. Pendant ces temps, chers compatriotes, le Rwanda dévoile son véritable visage. Compatriotes, une fois de plus, les masques tombent. Le ministre rwandais des Affaires étrangères vient d'affirmer publiquement que l'aéroport international de Goma ne pourra pas être rouvert tant qu'il resterait sous le contrôle de rebelles de l'AFC, une milice qu'on sait être le bras armé de Kigali sur le sol congolais. Cette déclaration scandaleuse survient en réponse à l'annonce faite par le président français Emmanuel Macron qui plaidait pour une réouverture de cet aéroport à de fins strictement humanitaires afin de soulager les milliers de civils congolais pris au piège dans le Nord Kivu. Mais au lieu d'accueillir cet appel humanitaire, le régime de Paul Kagame choisit encore une fois la provocation et la manipulation en prétendant que la décision de réouverture doit passer par les négociations de Doha. Kigali confirme ce que tout le monde sait, le Rwanda agit comme si une partie du territoire congolais lui appartenait. Quelle arrogance, quelle humiliation pour la souveraineté de la RDC. Pire encore, dans une manœuvre grossière et cynique, le ministre rwandais a osé accuser Kinshasa de bombarder le village Banyamulenge, tentant ainsi de détourner l'attention de la communauté internationale de la réalité du terrain. Le Rwanda est l'agresseur, pas la victime. Depuis 2 mois, ces pays orchestrent, arment et commandent des opérations de l'FC-123, causant des massacres, des déplacements massifs et la misère de millions de Congolais dans le nord Kivu et de l'Ituri. Le peuple congolais ne se laissera pas duper. Le moment est venu pour la communauté internationale de cesser l'hypocrisie et de nommer clairement l'agresseur. Le Rwanda doit être tenu responsable de son ingérence, de ses crimes et de son mépris répété des frontières congolaises. En tout cas, Olivier Ndounguiri prit la médaille sac. Il prouve que Kagame dirige l'F-123. Cette fois-ci, le masque est vraiment tombé. Olivier, qui jure que le Rwanda ne fait pas la guerre en RDC, vient lui-même de confirmer l'inverse. Sa réaction paniquée à Paris a dévoilé la vérité. Ce n'est ni Corneille Nangaa ni Bertrand Bisimwa qui décident, c'est Kagame qui tire les ficelles du M23 AFC. C'est une coïncidence? Mais non, une soumission. Quand Paris propose la réouverture de l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire qui sera contrôlée par la MONUSCO, c'est Ndounguiri qui réagit en premier en interdisant et en exigeant que tout passe par Doha. Et comme un bon petit soldat discipliné, Bisimwa tweet immédiatement la même position, sans réfléchir, sans parler aux Congolais, sans consulter Nangaa. Les ordres viennent de Kigali et exécutés par le M23 sans discuter. Voilà la preuve. Le porte-parole du Rwanda donne des ordres. Le porte-parole du M23 obéit dans la minute. Nangaa
une marionnette décorative. Qu'est-ce que Kigali cherche? Tant qu'on ne fait pas ce qu'il veut, il bloque l'aide humanitaire, il manipule le processus de Doha, il continue à créer les chaos dans l'est du Congo. Il se prend pour un dieu des Grands Lacs. Le Rwanda se comporte comme un État au-dessus de loi, convaincu de pouvoir défier Paris, Bruxelles, l'Union africaine, les États-Unis et même l'UK et toute la communauté internationale. Mais la réalité fait très mal pour Kigali. L'isolement commence et la fin de l'impunité approche. Kagame peut fuir les conférences, mais il ne peut plus cacher ses crimes. Selon certaines informations confidentielles, Macron est en train de s'éloigner du Rwanda. Voilà, chers compatriotes, dès la première TV, les choses commencent à bouger, mais lentement. Une question au ministre français, Monsieur Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure, il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Encore faut-il que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables et le président de la République a relevé tout à l'heure que 13 d'entre eux avaient perdu la vie depuis le début de l'année. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les médiateurs américains et qataris, de même que les autorités congolaises et rwandaises, souhaitent que ces voies puissent laisser entrer ou puissent s'ouvrir pour laisser entrer l'aide aussi massivement que possible. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Deuxième question. Il va intensifier ses efforts pour faciliter l'accès de l'humanitaire vers l'est de la RDC. Tout d'abord, avant de revenir à votre question, nous remercions la France et le président Macron pour avoir convoqué cette réunion sur la question humanitaire, qui est une question importante. Et concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire sur le terrain. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent non seulement les positions de l'AFC M23, ceux qui ont violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages de Banyamulenge, dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Donc vous, la réouverture de l'aéroport de Goma, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan
que nous concevons comme un pacte national et international intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépend. On rentre au Sud Kivu, compatriotes. Après 3 longues semaines d'asphyxie économique et de souffrances, la route nationale numéro 2, reliant Bukavu à Mwenga et Kamituga, a été rouverte à la circulation le mercredi 29 octobre. 3 semaines durant, lesquelles en tout cas des centaines de camions, de motos et de commerçants congolais étaient bloqués à Boirungu. C'est un point stratégique injustement occupé par le rebelle de l'Est 123, marionnette de Kigali. La reprise du trafic est certes un soulagement pour la population, mais elle se fait sous le contrôle humiliant des forces d'occupation qui continuent d'imposer leurs lois sur cette artère vitale du Sud Kivu. La RND est la veine économique qui alimente en vivres, en carburant, en produits essentiels du territoire de Mwenga et Shabunda. En bloquant cette route, les rebelles ont frappé le peuple congolais là où ça fait le plus mal, dans son ventre, dans sa dignité. Des commerçants ont tout perdu, des vivres périssables, cartons de œufs, de fruits, des légumes, des laits sont restés bloqués, plus de 20
20 jours dans des camions immobilisés au soleil, à la merci de la poussière et à la faim. Un commerçant raconte la voix brisée en disant que mon capital s'est effondré, mes œufs se sont pourris dans les camions, tout est perdu. Voilà les quotidiens des héros silencieux du Congo profond, sacrifiés par la barbarie de l'ennemi. Et même si la route est désormais ouverte, la douleur reste profonde, car cette RND est dans un état de délabrement très avancé. Des bourbiers, des tronçons impraticables et des ponts fragiles, des véhicules sans lisse, de motos sans bourbe et des chauffeurs passent des nuits entières sur la route risquant embuscades et pillages. Pendant ce temps, les rebelles profitent de chaque passage pour taxer, humilier et contrôler. L'administrateur de Mwenga, soulagé mais lucide, a salué cette réouverture comme une bonne nouvelle pour le peuple, tout en rappelant combien le blocus imposé par le rebelle avait transformé la vie quotidienne en calvaire. Cette route est notre seule voie de survie. Quand elle est bloquée, c'est la faim et la mort qui commencent. Mes chers compatriotes, ne nous trompons pas, ce n'est pas une victoire, c'est une illusion de normalité. La RND réouverte, sous domination rebelle, c'est le symbole même de notre souveraineté bafouée. Comment parler de liberté quand les routes congolaises sont sous contrôle étranger? Comment parler de paix quand nos populations ne circulent qu'avec la permission de ceux qui les oppressent? Le peuple du Sud Kivu mérite mieux que cette fausse accalmie. Il mérite une route libre, réhabilitée et sécurisée par notre propre forces armées qu'on appelle le rouleau compresseur de la RDC. Pas une ouverture sous le joug de l'ennemi. Aujourd'hui plus que jamais, les cris de Congo doivent résonner. Pas de paix durable tant qu'un seul rebelle foule notre sol. Pas de commerce libre tant que l'ennemi contrôle notre route. Le peuple de Mwenga, de Kamituga, de Chabunda reste debout. Ils résistent par leur courage, leur travail et leur foi à un Congo qui leur appartient, un Congo libre et fort. Parce que la route nationale numéro 2, quel soit le chemin de la libération, pas celui de la soumission. Pendant ce temps, chers compatriotes, les territoires de Lubero, cœur du Nord Kivu, vient encore de subir une vague de violence inhumaine en une seule journée. Ce jeudi 30 octobre, les terroristes des ADF ont signé 3 attaques simultanées dans 3 villages différents des secteurs de Bapéré. Là, nous parlons des Pangoy, qui est dans le Mangurejipa, Malewe, qui est près de Kambao, et aussi Petema, qui est derrière Nziapanda. 3 coups portés au même peuple, 3 blessures infligées à la même terre, celle de nos ancêtres. À Pangoy, un site minier vital d'ailleurs pour la survie des milliers de familles déplacées, la terreur est tombée du ciel vers 15 heures. Les créateurs, venus comme chaque jour chercher un peu d'or pour nourrir leur famille, ont vu surgir les tueurs ADF lourdement armés. Les camps de Wazalendo, récemment érigés sur la colline, a été surpris d'assaut. Un témoin rescapé tremblant d'ailleurs raconte que l'un d'eux a tiré à la mitrailleuse sur les camps. Les balles sifflaient partout. Je ne sais même pas si les Wazalendo ont survécu. Je fouille par miracle. Selon Tanzima Kofi, représentant de la coopérative minière du site, plusieurs creuseurs auraient été pris en otage, tandis que d'autres ont péri dans la confusion. Des maisons incendiées, des commerces pillés, des familles dispersées. Pangoy n'est plus qu'un champ de cendres. Et pourtant, ce site minier était le poumon économique des Mangurejipa, les derniers souffles des milliers de déplacés fuyant les atrocités des ADF. Un habitant résume la gravité de la situation. Sans Pangoy, Mangurejipa meurt. Sans Pangoy, Mangurejipa meurt. C'est ici que les déplacés trouvent un peu d'argent pour survivre. Si les ADF nous enlèvent ça, c'est la famine et la mort. Pendant que Pangoy brûlait, les ADF lançaient une deuxième attaque à Petema, un autre village du groupement Baredji sur l'axe menant vers Nziapanda, Kassenye et Massissi. Aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais des détonations ont retenti jusque dans les collines voisines. Les routes sont désormais piégées par la peur. Personne n'ose s'aventurer sur l'axe Mangurejipa-Nziapanda, long de 25 km devenu un couloir de la mort. Et comme si cela ne suffisait pas, un troisième groupe des ADF a été signalé du côté de Malewe, près de Kambao, la deuxième plus grande agglomération de Bapéré. Des combattants armés ont été aperçus dans les champs, semant panique parmi les cultivateurs. 3 attaques en une seule journée, sur 3 axes différents. Une stratégie calculée, une guerre psychologique pour épuiser nos forces armées et déstabiliser les communautés locales. Les ADF, divisés en petits groupes mobiles, utilisent la peur comme arme. Pendant ces temps, nos vaillants soldats se battent avec courage, malgré le manque d'effectifs, le moyen logistique et appui technologique, notamment l'absence des drones de repérage dans cette zone montagneuse où des terroristes se fondent dans la forêt. Aujourd'hui, Mangurejipa vit dans la peur. Des quartiers entiers comme Carmel, Mambéa et Kisungu se vident.
Les familles entières sont à Samangouré-Jipa Centre, priant que la nuit passe sans cri ni flamme. Mais au milieu de la douleur, la flamme patriotique ne s'éteint pas, car le peuple congolais ne pliera jamais devant des barbares venus s'aimer la mort au nom de l'idéologie étrangère. Les ADF veulent nous épuiser. Ils trouveront un peuple endurci, debout et déterminé à survivre. Nos forces armées de l'RDC, nos Wazalendo, nos jeunes patriotes, eux, ne se battent pas seulement pour un territoire, mais pour la liberté du Congo, pour la dignité de nos martyrs et pour l'avenir de nos enfants. Nous appelons l'État congolais à renforcer les déploiements militaires à Lubero, à réhabiliter les axes stratégiques et à soutenir les populations civiles qui, chaque jour, défient la mort pour rester sur leur terre. Mangouré-Jipa ne tombera pas. Même encerclés, les Bapérés resteront debout, fidèles à la devise. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. L'évolution des travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia marche au pas des géants, a confirmé le directeur de l'aviation civile, M. Joseph Kabombo, en mission d'évaluation de ces grands chantiers qui sortent de terre au chef-lieu de l'Ituri. Accompagné du directeur général du Mogabaon, Joseph Elia Kilimali, et du bureau d'études suisse Interplan, il a présenté au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, les rapports préliminaires de sa mission en Ituri. Nous sommes une autorité de régulation. Nous sommes là pour appliquer les normes et les exigences en matière de l'aviation civile. Nous sommes venus évaluer les travaux par rapport aux normes. Parce que c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui l'aéroport va prendre beaucoup d'ampleur, ça va aller à 2500 mètres de longueur avec 45 mètres de largeur. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que ça sera demain. Donc il faudrait que nous accompagnions la mission, le constructeur, pour que demain l'aéroport soit fait aux normes, de telle sorte que un jour ça peut demander à certifier pour que ça soit déjà bien au point par rapport aux normes. Ces projets vont considérablement booster l'Ituri sur le plan socio-économique, a martelé M. Joseph Kabombo, qui appelle la population à les soutenir. Je suis convaincu que d'ici début de 2026, la population de Bunia sera très contente avec l'œuvre qui est en train d'être faite pour l'instant. La stabilité sécuritaire imposée en cette période de l'état de siège en Ituri par les forces armées sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjouni a permis au président de la République, Félix Tshisekedi, de matérialiser ses promesses en faveur de la population iturienne à travers le projet des 145 territoires, les projets d'asphaltage de la voirie urbaine, d'électricité, de modernisation des infrastructures routières qui ont connu un franc succès dans cette partie du pays. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, sans Tshisenga. Au revoir.